Bonjour à tous. Pour commencer, je suis très impressionné d'intervenir devant les futurs ingénieurs d'une très belle école. Voilà. Vous avez la vie devant vous et je pense que vous allez avoir avec la perspective de l'ingénierie des activités absolument gratifiantes de tout trouver des solutions un petit peu partout, que ce soit dans le domaine de la mécanique ou un autre. Moi je suis Jean-Louis Mercadier, je suis un ancien militaire. J'ai fait l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, puis après j'ai été dans les chars de bataille. Puis après, je me suis reconverti dans les transmissions. Puis après, je suis parti en fin de carrière, parce que j'avais fait un petit peu le tour de la question, en me laissant un petit peu de fond de tableau pour travailler jusqu'à un âge où j'aurais envie d'arrêter, qui est peut-être encore dans 10 ou 15 ans, j'en sais rien. L'idée était de réutiliser mon expérience militaire dans le domaine de l'entreprise. Donc j'ai eu plusieurs emplois comme directeur de système d'information, à gouverner des usines numériques, etc. Dans ma formation initiale, je suis ingénieur, donc voilà. Ça m'impressionne de dire ça parce que je suis en fait un ingénieur non pratiquant. Moi, toute ma carrière, j'ai commandé des personnes, je n'ai jamais fait des calculs. Et après, en revenant, par contre, j'ai toujours eu le goût à ça et donc je me suis intéressé toujours à ce qu'il y avait sous le capot de toutes les machines que j'ai pu côtoyer. Pourquoi je suis là? Parce qu'un soir, j'étais sur YouTube et puis je me suis baladé sur la décapole jordanienne où il y avait la racine de la scie à marbre que vous avez réalisée. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais merde, c'est à Lyon. Ils ont l'air de s'amuser comme des fous. Il faut que je rencontre Olivier. Donc au bout d'un moment, on est rentré en contact, on a dîné ensemble, et puis il m'a dit, non, moi je fais aujourd'hui un Valus, une moissonneuse gauloise, je ne savais même pas que ça existait. Et puis je me suis rappelé le vieux temps où dans ma jeunesse, avec mes parents, on allait voir les fêtes des moissons pour regarder comment fonctionnaient ces techniques-là. Et je pense que ça peut avoir une petite inspiration et ça peut peut-être vous aider à trouver les limites de votre modèle, qui est un modèle gaulois, donc pas trop contemporain, et de le mettre au regard des modèles de moissonneuse ou de récolte du blé ou tout le cycle du blé d'aujourd'hui, c'est-à-dire en commençant au 19e siècle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont largement éloigné d'un Valus dans les moissonneuses-batteuses d'aujourd'hui, et puis vous en prenez qu'une partie, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Je vous propose de suivre le plan suivant. D'abord, on va regarder comment fonctionne, en tout cas comment moi j'ai compris l'emploi du Valus gaulois. Je ne suis pas historien, je ne suis pas archéologue, mais j'essaie de comprendre comment fonctionne cette machine. Comment se passe la récolte des céréales, qui n'est pas limitée à ce que fait un Valus, mais qui a l'après Valus, a des conséquences sur la récolte elle-même, donc a un impact sur votre projet d'ingénierie pour ne pas en oublier des fonctions ou prévoir la suite. On verra succinctement ce qu'est une moissonneuse-batteuse. On éliminera tout de suite ce qui ne concerne pas le Valus, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et on verra ensuite ce que moi je pense être l'expression du besoin, donc avec ma manière de le formuler, et les différentes contraintes qui vont se poser sur votre Valus open source, en particulier avec la différence entre la récolte gauloise et la récolte d'aujourd'hui. Donc pour ça, je vais commencer par l'emploi du Valus gaulois. Le Valus gaulois, c'est pas le vôtre, mais c'est le même principe, vous le reconnaissez, j'imagine. Donc il y a 3 grands points. C'est un équipage à 2 personnes. Et c'est celui qui est le rabatteur. Je sais qu'il a un nom latin, mais je ne connais pas le nom latin, mais c'est celui qui pousse devant. Et lui, en fait, il est situé au niveau du peigne, et c'est lui qui, en fait, contribue à pousser la récolte à l'intérieur du peigne et de la caisse qui est derrière. Donc, du coup, c'est lui qui est la contrainte, en fait, de la machine, de l'emploi de la récolte elle-même. Le deuxième point, c'est que le Valus sert à faire une coupe haute. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est même pas une coupe, mais c'est haut. C'est-à-dire que l'idée est de récupérer que la partie graine de l'épi. La paille, on s'en fout, parce qu'à l'époque, peut-être qu'il ne la réutilisait pas ou il l'a brûlée comme engrais, j'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on voit du Valus, c'est qu'il récupère l'épi en hauteur, sans récupérer la paille. Donc, résultat, la caisse que vous avez dans le Valus, elle peut être petite, parce que les épis sont assez petits, et donc vous pouvez, disons, récolter sur une grande surface de champ, en utilisant juste le stockage qui est dans l'outil lui-même. Le troisième point de l'emploi que je vois, c'est que c'est un outil qui ne convient qu'à l'épeautre, qui est une céréale particulière, et qui a la particularité d'avoir un rachis, c'est-à-dire un petit peu comme un fruit, ça se casse à l'endroit de la queue, on va dire, de l'épi. Et donc, ce que ça amène, c'est que c'est une récolte qui ne ressemble pas forcément à la récolte des autres céréales,
C'est comme si on cueillait un fruit en fait. Donc voilà, je pense qu'il faut retenir sur l'environnement technique en fait, de l'emploi de cette machine. Et je vous propose du coup une question. Quels sont ces outils et lequel ressemble le plus au Valus? Je suppose que vous allez me dire c'est celui qui est à gauche. Connaissez-vous le nom de cet outil? C'est exactement ça. C'est un peigne à myrtille. Donc en gros, le Valus tel qu'il est, dans son emploi gaulois, qui à l'époque était une véritable innovation, je pense, et une industrialisation de la cueillette de l'épeautre, c'est extrêmement positif de voir qu'ils ont mécanisé ça avec, avec des animaux enfin à leur manière, quoi. Mais globalement, c'est un endroit où l'on vient collecter un fruit qui tombe dans un réservoir, et ça, c'est ce qu'il y a à gauche. Ce qu'il y a à droite, bon ça, je ne vous fais pas deviner ce que c'est une moissonneuse-batteuse. Vous avez devant la partie coupe avec le rouleau, mais derrière, vous avez en une seule machine tout le processus de battage et de vannage de la céréale, ainsi que le conditionnement de la paille qui est derrière, parce que c'est une machine qui coupe en bas. Et on verra un petit peu plus en détail les points qui sont derrière. Alors bon, la machine moderne à droite, c'est l'héritage d'aujourd'hui. C'est les années 50 et depuis maintenant, donc ça commence à faire quand même pas mal maintenant. Mais avant, il y avait autre chose. Il y avait la récolte de céréales en mode soit 19e, soit début 20e. Vous voyez par exemple qu'au départ, il faut faucher, donc je coupe la céréale, il faut la lier, c'est-à-dire la mettre dans des gerbes. Une gerbe, vous savez ce que c'est, hein, c'est un ensemble de paille. Il faut ramasser, parce qu'on fait la gerbe dans le champ et donc elle n'est pas arrivée à la batteuse qui est ailleurs. Il faut faire le battage. Autrefois, ça se fait encore dans certains pays au fléau. C'est-à-dire qu'en tapant sur les grains, en fait, vous séparez le morceau où il y a la graine du reste de la paille. Ce n'est pas encore très raffiné. Et le raffinage vient avec la partie qui est suivante, qui est le vannage. C'est-à-dire, en gros, vous soufflez sur la céréale et ça sépare par gravité le reste. Et vous voyez, et puis derrière, il faut stocker. Si vous avez vu des vidéos, vous avez vu qu'ils avaient des gros sacs très très hauts, mais très très fins, qui permettaient de bien se caler sur les épaules. Ils portaient 100 kg, même pas mal, à cette époque-là. Et donc, au fur et à mesure du temps, il y a eu plusieurs outils qui se sont succédés. Bon, l'outil antique par excellence, c'est la faucille. Hein. On trouve ça chez les Égyptiens déjà, enfin même dans l'Antiquité très très lointaine. Ainsi que sa forme plus moderne qui est au centre, qui est la faux. Et cette faux, elle a même un espèce d'outil qui sert à ramasser l'épi de blé pour créer une gerbe. Et derrière, une deuxième personne passe avec une faucille qui lui sert de crochet, qui ne sert pas à couper, pour lier avec des morceaux de paille en gerbe. Ça, c'est la première partie du fauchage-liage. Après, sont apparues des machines, la javeleuse, je vous ai mis un lien sur la présentation que je pourrais vous donner. On n'ira pas la voir parce que c'est vraiment un ancêtre. Et la moissonneuse-lieuse, que je vous présenterai derrière, qui est beaucoup plus proche, je pense, d'un projet accessible, qui se rapproche du Valus. Voilà. Puis bon, le ramassage, c'est une étape qui n'existe plus avec les moissonneuses-batteuses, puisque la moissonneuse-batteuse, elle est déjà là et elle fait tout le processus d'un coup, donc il n'y en a plus besoin. Et la moissonneuse-batteuse, elle fait le battage et le vannage, et elle sort directement avec une vis sans fin, une quantité de grains qu'il suffit d'aller stocker ou de mettre dans des remorques pour aller plus loin. Donc en gros, c'est conclusion malheureuse, mais ce n'est que le début, donc ça sera heureux à la fin, c'est le constat de départ. Dans le Valus, il n'y a aucune fonction moderne. On ne coupe pas, on ne prend pas la paille, on ne met pas en gerbe, on ne lie pas, donc on ne peut rien ramasser derrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que ce n'est pas tout à fait le même besoin. Du coup, vous avez fait un travail d'ingénierie qui est absolument excellent parce que vous avez reconstitué la machine dans son idée initiale, qui est l'idée de l'archéologie expérimentale de toute façon, donc c'est très bien. Mais pour passer à quelque chose de plus moderne, il faut reprendre un petit peu le besoin pour voir comment l'adapter en réutilisant ce que vous avez déjà trouvé et en l'adaptant au besoin qui est celui que j'ai compris que vous alliez avoir. Et donc si je résume un petit peu l'histoire, hein, qui va de bas en haut, la moissonneuse-batteuse c'est un outil tout à l'un. Au 19e et au 20e siècle, il y avait encore la séparation entre la partie fauchage et la partie battage, vannage, etc. Et vous,
dans le projet open source, tel que je le comprends, vous allez surtout vous occuper de la partie fauchage, donc la partie avant de la moissonneuse, en allant au maximum jusqu'à la mise en gerbe, si vous y arrivez, et on verra l'enjeu de la mise en gerbe. Et tout le reste de la moissonneuse, on oublie parce que ce n'est pas le sujet. Pour la suite, il y a déjà assez de boulot à faire comme ça. Alors si on essaie de voir un petit peu le besoin, comment on pourrait décomposer les fonctions, les rôles ou le système Valus Open Source, je l'appelais comme ça, mais je ne sais pas s'il a un autre nom. Voilà. C'est Valus 2025. Le Valus... Futur, mais ça va très bien. Voilà, le Valus 2025 du coup. Donc c'est une séquence d'étapes. Je coupe, je rabats, je vais détailler le rabattage. Je mets en gerbe, je lis éventuellement. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation. Aujourd'hui, la source d'énergie, c'est le mouvement de la machine elle-même, puis c'est l'esprit, puisque l'idée, c'est de la faire mouvoir par un homme, voire un animal. En gros, c'est de se passer des moteurs. Mais vous allez voir que la problématique mécanique qui va multiplier les frottements risque de nécessiter un petit peu plus d'énergie. Et donc, il ne faut pas, même si la question est écartée initialement, elle n'est pas forcément à abandonner pour plus tard. Mais ça dépendra des avancées que vous avez à faire. Et donc, il y a surtout une problématique qui est nouvelle, c'est qu'avec le Valus gaulois, vous allez chercher les épis. Là, vous allez chercher la paille avec, et qu'en 2 coups de faux, vous avez largement saturé votre réservoir de céréales. Donc, il y a une problématique supplémentaire qui se pose, qui est de décharger ce que vous avez récolté quasiment immédiatement, ou dans les mètres qui suivent le circuit du Valus. Donc ça, je pense que c'est un élément de réflexion qui va vous occuper, parce qu'il va falloir trouver ce système-là en s'inspirant d'autres outils. Sachant que moi, le besoin, je l'ai résumé comme ça, en partant déjà que c'était l'hypothèse d'une coupe basse. Je pense qu'il y a toujours l'hypothèse d'une coupe haute, mais je pense que ce n'est pas très utile aujourd'hui. Peut-être que ça peut l'être, mais il n'est pas rasant, il est coupé à une certaine hauteur, mais l'idée quand même de récupérer la paille, si j'ai bien compris. C'est ce que j'ai appelé la coupe basse, donc vous coupez l'épi et la paille. Bon, il n'y a pas de battage, donc ça on abandonne l'idée, on s'arrête au liage. Et donc il faut évacuer les gerbes en les liant ou pas. Et pour ça, en fait, ça revient au début du XXe siècle, à l'époque où le battage était séparé du fauchage, et donc ça ramène au temps de la moissonneuse lieuse. Vous connaissez les moissonneuses lieuses? Plus ou moins. On voit la une. Donc c'est quand même très très proche du Valus. Vous avez une ligne de coupe qui est mécanisée. Vous avez le rabattage qui est très très grand. Et on va voir dans les images derrière comment se fait la partie décharge de l'épi avec sa paille. Je passe aux images pour entrer dans le détail. Donc quand on est face à la machine, elle coupe le blé comme ça. À la fin, il y a ça par terre qu'il faut lier et emmener ailleurs. Donc ça, c'est fin du processus, c'est le résultat à obtenir. Si vous regardez, après ça se met en tas, mais si vous regardez, une fois qu'on est à l'arrière, tout l'épi de blé tombe, est évacué sur un tapis. Ici, arrive dans le dispositif de décharge que vous voyez ici, qui va accumuler des épis de blé et qui va les éjecter avec un dispositif mécanique assez régulièrement, de façon à disposer peut-être tous les 3-4 mètres d'une gerbe de blé qu'il faudra traiter ensuite, mais ce n'est pas le problème du Valus 2025, c'est la suite du processus de la récolte du blé. Et donc, votre attention sur les dimensions de la machine elle-même, le rabattage, qui est très très grand, par rapport au vôtre d'une part, et par rapport à l'invention de la machine d'autre part, donc ça a une utilité. L'utilité du rabattage, c'est en fait d'avoir un angle d'attaque qui va être sûr de ramener l'épi de blé, et puis pas d'avoir trop de rayons pour que ça se succède assez harmonieusement, de façon à ce que le blé tombe sur la partie qui va l'amener derrière. Et si vous regardez maintenant une moissonneuse actuelle, donc on n'est pas dans ces ambitions-là, mais il y a une nouveauté technologique, c'est-à-dire que vous voyez qu'il y a une différence, qui est en fait le fait que le cylindre de rabattage
est équipé de fourches. Et je pense que c'est pour ça qu'il est petit, parce que comme ça sert à ramasser progressivement les blés pour qu'ils tombent dans la zone qui est derrière, amenée par une vis, et puis après ça monte dans la machine. Et c'est là que commence la partie battage. La complexité mécanique de ça, c'est que quand vous regardez une vidéo, ou vous irez voir celle-ci si vous avez le temps, les fourches restent verticales parce qu'elles vont vraiment aller chercher le blé tout en faisant partie de la rotation du rouleau. Et enfin, vous voyez qu'en bas, il y a une ligne de coupe qui est très en arrière par rapport au rouleau de battage, qui fait que forcément, la première chose que rencontre la céréale, c'est le battage. Une fois qu'elle est coupée, elle tombe forcément du côté de la récolte et elle ne retombe pas en avant, où vous n'avez pas la lame de coupe qui est trop devant et qui fait un petit peu comme la vidéo que vous aviez faite où il y avait quelqu'un qui passait dessous là, et où en fait le valus lui tordait dans le mauvais sens l'épi qui était présenté. C'est ça que sert le rabattage, avec cette ruse d'avoir des fourches qui viennent par-dessus. Si maintenant je regarde le fauchage, c'est une technologie, ça c'est une moissonneuse moderne, mais c'est une technologie qui est très ancienne. Comment ça marche? C'est le principe de la tondeuse à cheveux. Vous avez des petites dents qui sont devant, hein. Ça vous voyez, vous pouvez même acheter sur le bon coin si vous voulez tester. Vous avez une machine dont on voit les dents, et la lame de coupe passe à l'intérieur de la dent et vient sectionner l'épi. Donc ici, il y a un truc qui fait un mouvement de translation d'aller-retour, voilà, qui vient d'un mouvement rotatif qui vient de quelque part, etc. Mais, pour être créatif, vous avez commencé à l'être avec vos lames de cutter sur la machine. J'ai même rajouté des dents hein, sur ça. Et en fait, bon, ça c'est vraiment caricatural, mais si vous aviez le long d'une des dents ou d'un côté une lame qui, au passage assez long de la paille, en contact avec la lame, pourrait peut-être la couper. Et donc c'est potentiellement une solution pour avoir une coupe sans avoir de mécanisme qui va demander de l'énergie. Et après, si on récupère des trucs, vous avez le taille-haie, qui lui aussi est une machine qui coupe avec une lame horizontale plus ou moins longue, et qui n'est pas peut-être si éloignée de la taille que vous souhaitez du valus. Voilà. Mais bon, du coup, ça, c'est avec un moteur. Un moteur, c'est pas trop votre hypothèse de départ. Donc voilà. Et donc, moi j'arrive sur la fin, avec ce qu'on peut en conclure. Alors, tout d'abord, je félicite les deux qui se sont trempés l'autre jour aux journées de l'archéologie, parce que c'était c'était très très bien programmé. La pluie a démarré au moment où vous avez commencé à parler. Et elle a bien duré et était bien dense. Mais en tout cas, bravo. Donc on ne voit pas dans le détail l'eau qui tombe, mais bon, c'était assez impressionnant, donc félicitations. Et sinon, si on reprend les différentes fonctions, coupe, rabattage, stockage, et avec une ouverture sur la prise de force de la roue, que vous avez mis avec le pneu et la récupération avec les mécanismes de vélo, en fait on voit que dans l'outil tel que vous l'avez aujourd'hui, il n'y a pas de tranchage, alors qu'il soit statique ou dynamique. Du coup ça marche avec les potres, puisque c'est un fruit qu'on cueille. C'est pas avec la paille, donc il manque une fonction de tranchage, je pense, dans le dispositif que vous pouvez imaginer, soit en statique, soit en dynamique. Le statique, c'est les lames, le dynamique, c'est la tondeuse. Il y a le rabattage, dont la roue est trop faible, parce que ça concentre trop les rayons, donc elle n'a pas le temps d'aller chercher les épis, encore plus. Elle n'a pas assez de portée pour aller chercher les épis qui doivent tomber dans la zone de coupe. Elle n'est pas assez à l'avant, donc elle n'a pas un angle d'attaque rabattant. Elle a un angle d'attaque qui soit tangent vertical, soit même trop en arrière. Du coup, elle aurait presque tendance à pousser plutôt qu'à ramener. Et vu sa taille, elle a trop de rayons. Maintenant, vous avez vu la moissonneuse dieuse, elle avait aussi 6 rayons, mais qui étaient beaucoup plus éloignés les uns des autres à cause de la taille du tambour de roue, quoi, si on peut dire comme ça. Enfin, il y a la problématique du stockage de la décharge. Donc, si vous ramassez la paille et l'épi, le réservoir est beaucoup trop petit, ce qui oblige à rajouter comme fonction à la machine l'idée de soit mise en gerbe, c'est le mieux, soit de décharge de l'épi le plus judicieusement possible pour favoriser la suite du processus, c'est-à-dire le ramassage dans l'ordre de la gerbe. Voilà. Et enfin, vous allez dans les champs, normalement l'été tout est sec,
Du coup, ça peut marcher comme ça. Mais la prise de force sur la roue risque d'être un peu chaude, parce qu'il faut des roues plus larges. Ou voilà. En tout cas, si jamais il y avait trop de mécanismes, parce que ça provoquerait trop de frottement et donc trop de résistance au mouvement, il faut se poser la question d'une autre source d'énergie en autonomie sur la machine. Voilà, donc j'ai dit beaucoup de mal de votre Valus, mais avant, moi je voudrais dire que c'est un très bon début, terminer sur une note positive, parce que je pense que c'est déjà c'est une belle aventure de reproduire un outil antique, et c'est une encore plus belle aventure d'avoir envie et l'ambition d'en faire quelque chose pour aujourd'hui. Et c'est une encore plus belle aventure de se dire, bah, je vais faire ça pour tout le monde en faisant quelque chose d'open source et de pas cher, donc bravo. Et puis moi j'ai terminé mon discours, donc si vous voulez je peux répondre aux questions. Merci. Je ne sais pas si vous êtes revenu dessus, mais vous aviez dit que vous aviez formulé un cahier de charge pour qu'on puisse le mettre en open source, le Valus. Est-ce que vous pourriez plus détailler peut-être ce qui n'allait pas sur le premier modèle là. Parce que je sais pas si vous avez eu accès du coup à nos plans, parce qu'il y a eu un court instant où ils étaient disponibles sur notre site internet. Après on a dû les enlever. Mais du coup... Ben, en fait, moi, je me suis limité aux spécifications un petit peu fonctionnelles en donnant des grands points. Donc, je n'ai pas eu accès à vos plans, mais on les devine quand même. C'est-à-dire que le Valus qui a été construit, celui qui est présenté aux journées d'archéologie, il est très semblable à celui qu'on voit sur les bas-reliefs, donc que vous avez étudié. Et je crois les personnes qui venaient de Malagne m'ont expliqué tout ce travail qu'il y avait sur la réinvention du système de traction avec le joug de l'âne, etc. Donc, ce que moi, je peux dire par rapport à vos plans, c'est que si on devait employer ça, alors je parle évidemment sans aucun crédit parce que je ne l'ai pas employé, je ne suis pas un Gaulois d'il y a des 1000 ans, mais il y a un premier enjeu qui est la hauteur elle-même du peigne. Et il ne faut pas qu'il soit trop bas, sinon ça va dans le mauvais sens. S'il est trop haut, vous risquez de dépasser le blé. Je pense qu'il y a peut-être un réglage à faire avec l'animal lui-même, selon la taille du champ, parce que si ça se trouve, ce n'est pas la même d'année en année. Et donc, on en reste quand même sur le côté peigne à myrtille. Et je pense que le plus gros enjeu que vous allez avoir, parce que moi je suis resté très macro dans l'ingénierie, c'est cette histoire de système fonctionnel. Le fauchage, la modification du rabatteur, vous avez déjà donc ça va être hyper facile. Et par contre, le système de décharge, lui, va être des nouveautés. Donc dans les spécifications fonctionnelles, c'est comme si vous aviez aujourd'hui un châssis qui a les bases de la machine, qu'il faut adapter en le mettant plus bas, toujours en ayant cette question de comment je récupère le blé, comment je le décharge. J'avais une question, c'était plutôt une remarque aussi sur ce que nous on a fait. Nous c'est vrai que sur notre prototype, on était plutôt parti du principe de vraiment couper les épis. Et une fois que les épis étaient tombés dans la caisse, après, dans un second temps, ou plutôt en parallèle, faucher ensuite les épis, la paille directement au sol, et avoir directement cette séparation des épis et de la paille qui serait directement faite. Et c'est vrai que sur le système que vous avez présenté de la moissonneuse lieuse, c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi que c'est vrai qu'on pourrait peut-être imaginer uniquement le système de fauche qui vient couper directement tout l'épi, et ensuite que la séparation se ferait par la suite avec le battage au fléau du blé, et peut-être justement réadapter ce système. Je ne sais pas si on a peut-être été un peu ambitieux sur le ramassage des épis et à la fois en même temps la coupe. Et c'est vrai qu'on n'a pas... c'est vrai que ça se trouve en mettant en pratique, c'est peut-être pas forcément possible de faire les deux en même temps directement sur la machine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Moi déjà, je pense que vous avez premièrement vu le problème, ce qui est déjà une bonne chose. Et ensuite, vous avez imaginé une solution en 2 temps, ce qui est une solution comme une autre. Moi, je ne prétends pas avoir de bonnes solutions. Hein. Donc, faudrait voir après quel est l'intérêt de faire ça, parce que ça fait un double travail, il faut passer 2 fois dans le champ. Si c'est une impossibilité technique, mais que ça améliore quand même par rapport à un fauchage, voilà. Mais je pense que au premier abord, un faucheur
même un faucheur antique, il prenait tout ce qu'il avait et il faisait parce qu'après derrière c'est toujours la même opération, que la paille soit longue ou courte, il faut faire le battage. Donc c'est un truc. Mais par contre, les moissonneuses-batteuses, là vous avez complètement raison, elles sont réglées au départ de la coupe avec 2 options concernant la paille. La première option, c'est l'agriculteur qui le définit au départ, c'est est-ce que je veux récupérer la paille ou pas? S'il veut récupérer la paille, il règle la machine pour que la paille sorte dans ce qu'on appelle un andin, c'est-à-dire une rangée où les pailles est déjà ordonnées. Et s'il ne veut pas ça, il y a une option supplémentaire sur la machine pour broyer, et puis ça éparpille presque en poussière tout ce qui sort de la machine, qui tombe par terre, et sert de compost après dans le champ. Et ça, je pense que c'est motivé plus ou moins par l'usage qu'aurait le cultivateur de cette paille. Soit il lui réutilise pour lui s'il fait de l'élevage. Généralement, ce n'est pas forcément le cas d'un céréalier, surtout avec la spécialisation qui est une notion moderne. Soit il trouve quelqu'un qui lui achète sa paille, dans ce cas-là, ça vaut le coup de la récupérer. Soit il n'a pas de logique comme ça et il détruit tout parce que ça l'évite de manipuler l'engrais, etc. et directement poser sur le champ et puis voilà. Donc en fait, dans ce que vous dites, le système a 2 passes. La première passe, c'est le blé parce que vous voulez récupérer le grain. Donc ça marche aussi. La deuxième passe, elle est fonction ou pas de la suite. Et puis si vous n'allez pas dans un pays comme nous, on est très attentif à tout ce qui est écologique, la solution derrière, c'est de brûler le champ parce que ça fait de la cendre et donc c'est un fertilisant naturel. Voilà, bon, ça met aussi des particules fines, mais on n'a pas la même approche vis-à-vis de ça selon les régions du monde. Voilà, donc du coup, ça peut être une logique de ne se concentrer que sur la partie récupération de l'épi. Bah, du coup, moi j'avais une remarque, mais au vu de l'existence de la moissonneuse lieuse, qui peut, je pense, déjà être presque propulsée par un homme, peut-être pas par un homme au vu de son poids, mais le mécanisme et la fonction de la moissonneuse lieuse existent déjà. Donc je pense que si on a envie de se démarquer de cette machine-là, l'intérêt serait peut-être justement de laisser la paille dans le champ et de ramasser donc juste le grain, ou d'essayer de faire les deux à la fois. Mais oui, je pense que l'intérêt, c'est plutôt d'essayer de récupérer seulement le grain. Mais même dans ce cas-là, je pense que ce que vous avez évoqué avec la coupe, au niveau du grain, ça pourrait être intéressant, parce que comme on a vu là, juste mettre 2 lames de cutter à la fin, ça ne coûte pas grand-chose. Je pense qu'il est quand même nécessaire, au niveau du pen, d'avoir justement ce mouvement de translation pour couper le grain, en vue de récupérer le grain uniquement, je pense. Donc, voilà. Mais en fait, ça, c'est un vrai défi, parce que si vous émettez un système de coupe mécanique, vous allez avoir des énormes frottements. Et donc, vous allez alourdir la machine. Du coup, la traction humaine, pas certain. Et 2, vous allez devoir la motoriser si vous n'arrivez pas à trouver le différent ratio de récupération du mouvement d'une part et de mouvement de translation sur la coupe d'autre part. Donc moi je pense effectivement qu'il faut trouver un système pour couper la paille, parce que sinon c'est tellement spécialisé à l'épeautre que c'est une machine qui est très peu réemployable sur les céréales. Donc votre idée qui est d'avoir une généralisation open source, vous allez même un petit peu contre votre idée. Mais après derrière, c'est pas il y a aussi la lame statique, un petit peu comme vous avez fait, mais qui pourrait être plus longue, etc. Elle va vous poser un autre problème, qu'il va falloir l'affûter. Ouais, c'est ça. Donc les petites lames comme ça, oui, là, c'est en gros, je ne sais pas si on voit là, mais c'est super facile à fabriquer parce que c'est un triangle de forge qui est mis sur une tringle. Et la tringle, c'est elle qui est en mouvement. Donc vous pouvez la remplacer s'il faut, vous pouvez la remplacer morceau par morceau, et puis vous pouvez l'affûter assez facilement. Si vous avez une lame qui est très fine parce qu'elle est très tranchante, un peu l'idée de la lame de rasoir, une fois qu'elle est plus affûtée, ça devient long. C'était l'idée des couteaux du coup. Et après, je pense que votre idée, c'est pas de faire des grandes surfaces, parce que ça, il y a déjà des machines partout. Donc c'est plutôt le gars qui a sa petite longueur de jardin, il fait 50 mètres de volet sur 5 mètres, voilà. C'est plus simple de faire avec une machine que de faire à la faux si c'est accessible. Donc c'est vraiment le cadre de votre projet justifie en fait aussi vos solutions techniques. C'est pas.
Ces machines, elles sont faites, même les moissonneuses-batteuses autonomes, elles datent des années 50, ça fait 75 ans. Enfin, plus personne ne fait de battage avec ce genre de machine, puisque ça existe. Mais en fait, on avait pensé effectivement faire le battage, ça considérait c'était une autre machine en fait. C'était Oui, une autre bien sûr. étape, clairement, et celle-là était effectivement dédiée à la fauche. Moi, je suis plutôt partisan effectivement d'avoir un système comme le système de coupe. Oui, Donc celui-là, effectivement, d'en avoir deux, peut-être un en haut et en bas sur une sorte de cadre métallique. Je pense que l'adjonction d'un moteur électrique avec batterie standard type vélo peut s'envisager sur ce type-là. Mais parce qu'on était parti comme ça au début, tout en sachant surtout dans le monde asiatique, ils utilisent beaucoup ces types de machines, même en Afrique, hein, de récupération. Mais moi, je voulais partir sur quelque chose de purement low-tech. Mais c'est vrai qu'à un moment, soit on règle notre problème de couple, c'est-à-dire que, sans jeu de mots, hein, mais de couple d'entraînement, c'était très amusant, soit effectivement, on trouve une adjonction. Et cette adjonction par moteur électrique me paraît la meilleure idée, puisque c'est tellement démocratisé aujourd'hui. Reste la production et savoir comment ça passe au niveau supply chain, comment ça se passe dans le temps si jamais effectivement on est en rupture de terres rares ou de matériaux qui nous permettent de créer des batteries. C'est pour ça que je voulais vraiment qu'on ait une autonomie au maximum, mais peut-être que c'est un état intermédiaire que d'avoir effectivement un moteur additionnel. Je pense que c'est une question de calcul. C'est si vous arrivez à récupérer le mouvement avec assez de ratio pour que ça coupe, bah voilà. Et parce que vous avez vu, la moissonneuse, elle est juste immense, quoi. Elle fait quasiment une dizaine de mètres quand elle est pour les grosses machines, quoi, même peut-être plus. Un truc qui fait 1 mètre, 1 mètre 20, il y a forcément besoin de moins de force. Ouais. Donc Après, il y a aussi un problème de poids, vu qu'on essaye d'avoir un poids minimum, s'il y a trop de coupe sur la roue, ça va glisser, quoi. aussi, Il faut un minimum de poids pour que ça... d'où l'adhérence avec des pneus plus larges ou des choses comme ça. Mais c'est vrai, je pense que c'est vraiment avec le déchargement de la récolte, c'est le challenge de l'étape 2, quoi. Parce que vous avez vu, un coup de faux, vous remplissez la benne. Hein. Donc s'il y a même un champ petit avec 100 coups de faux, ça va vite vous handicaper. Parce qu'il va falloir plus de temps pour décharger que de couper à la faucille, quoi. Donc vous pouvez toujours laisser les choses derrière. Même faire manuellement une décharge tous les 2-3 mètres quand vous sentez que c'est plein. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de mécanisme. Mais malgré tout, vous avez aussi toute la logique qu'il y a dans ces machines à laquelle vous pouvez penser, qui est le fait qu'elles étaient tractées soit par un animal, soit par un tracteur. Vous avez vu, elles sont sur le côté. Et quand elles déchargent derrière le tracteur. Elles ne déchargent pas derrière la machine. Donc ils se sont créés un deuxième tapis, mais pourquoi ? Il y a certainement une raison à ça, qui est d'abord de laisser la place pour que l'outil repasse pour la rangée suivante. Donc il faut évacuer le plus possible la gerbe pour laisser le cheminement pour l'outil au prochain tour de champ. Donc il y a tout un tas de problématiques comme ça qui vont vous toucher. Ce qui fait que si vous avez une propulsion par l'arrière, comme le Valus actuel, vous en fichez d'évacuer sur le côté. Mais donc vous avez toute une réflexion à faire par rapport à ça, en ayant la simplicité. On a aussi, moi j'étais parti dans l'idée de copier-coller l'Antiquité, c'est-à-dire qu'en fait dans les latifundia, c'est-à-dire les propriétés romaines où fonctionnait le Valus, ils avaient quasiment, d'après ce qu'on en dit, des dizaines de machines qui quadrillaient en fait ou partaient en parallèle on va dire les champs, ce qui fait qu'il y avait quand même une rentabilité. Et là on parle effectivement d'une seule machine. Donc quand tu me dis bout de jardin, c'est que moi j'envisage beaucoup plus grand, mais avec un nombre plus conséquent de machines. Ça permettrait effectivement d'avoir un rendement qui peut être efficace à moindre coût. Ben après, si on prend l'idée de la moisson de masse comme ça, avec plusieurs machines, on se rappelle des images qu'on a, soit des Américains, soit des Soviétiques, qui avaient 10 machines qui se succédaient, plus grandes les unes que les autres, pour montrer à la Terre entière qu'ils étaient plus forts que tout le monde. Mais ça marche avec des machines qui sont entièrement automatisées. S'il y a 2 personnes par machine et qu'il y en a 10, ça fait déjà 20 personnes. Donc c'est vraiment une question d'équilibre entre l'emploi et l'intention. Sachant que quelque part, ce n'est pas la problématique de la machine d'avoir cette préoccupation de la main-d'œuvre, c'est la problématique de celui qui l'emploie, qui lui peut savoir combien il en utilise.
Là où la difficulté, là où il y aurait la difficulté, c'est d'imaginer une machine qui soit grande, parce que du coup là on multiplie les forces, les frottements, tout ça. Et donc le fait de multiplier plusieurs entités de machines, ça devient une problématique de manœuvre, pas une problématique de machine elle-même. Il faut avoir un œil critique pour regarder ses fonctionnalités. Et donc moi je trouve que c'est absolument super de faire ce genre de projet. D'un côté, pour le côté d'archéologie expérimentale, qui peut être à la fois un jeu, mais je ne dis pas ça devant mon professeur. Hein. Eux, ils ont une utilité de l'apprentissage de l'ingénieur. Et à côté de ça, l'idée de récupérer ça en mode open source pour le reste du monde, bah, c'est une très bonne idée. Ça donne du sens. Donc bon courage pour la suite. Et si je peux contribuer.